déjà, merci à Gwendoline et à Laurence Fèvre de nous avoir invités et proposé d'échanger sur ce sujet. Donc, je suis Stéphanie Thirier, je suis responsable d'une mission polyhandicap en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'idée, après avoir échangé avec Gwendoline, c'était de vous proposer un petit peu un tour d'horizon de l'actualité, de ce qui est fait actuellement autour du polyhandicap. Donc rapidement et pour rappel, en 2017, le ministère de la Santé avait initié une stratégie quinquennale avec 4 axes stratégiques et 8 mesures autour du polyhandicap. Alors c'est à la fois il y a longtemps, mais en même temps encore vraiment d'actualité dans les projets qui se montent actuellement. Un axe autour de l'accompagnement en proximité et la continuité des parcours, on sait que c'est un enjeu fort. Renforcer et valoriser l'expertise de l'accompagnement, promouvoir la citoyenneté, la participation et l'accès aux droits des personnes, ce qui va avec le concept actuel d'autodétermination, et puis outiller et développer la recherche sur le polyhandicap. Donc en parallèle de cette stratégie quinquennale, il y a des documents de référence qui sont parus. Donc pour rappel, je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent déjà, mais il y a le PNDS qui est paru en 2020, qui est extrêmement exhaustif et complet. Et je pense qu'un bon nombre de médecins des établissements médico-sociaux n'en ont pas connaissance. Et pourtant, ça pourrait être vraiment une mine précieuse d'informations pour eux. Les recommandations de bonne pratique de l'HAS. Et puis, de façon plus fonctionnelle pour les professionnels de terrain, les cahiers pédagogiques de la CNSA autour de la communication alternative améliorée qui donne des outils assez intéressants, accessibles à tous. Donc, suite à cette stratégie quinquennale, et comme c'est d'usage en France, chaque ARS a été missionné et chacun a pu proposer différents types et modalités d'accompagnement. Donc, j'ai tenté, alors je ne suis pas exhaustive, mais de rechercher ce qui existait actuellement sur le territoire. J'oublie certainement des choses, veuillez m'en excuser si des gens connaissent d'autres dispositifs. Donc, il y a eu des budgets qui ont été alloués au niveau national avec quelques renforts de place, même si ça n'était pas l'objectif principal dans le cadre de la stratégie. Et il y a essentiellement eu des diagnostics territoriaux qui ont été centrés sur l'analyse des lieux accueillant les personnes polyhandicapées, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Occitanie, en Aquitaine et en Pays de la Loire. Tous les rapports sont consultables sur Internet. Et puis, de façon plus spécifique, dans certains territoires, un diagnostic autour de la scolarisation des enfants polyhandicapés. On sait que c'est un enjeu majeur et en même temps qui soulève beaucoup de débats et de discussions, en tout cas au sein des établissements médico-sociaux. Il y a également eu le développement de fonctions ressources avec des centres de référence polyhandicap. Le premier était en Grand Est, donc vous pouvez facilement les solliciter, soit en apport de ressources, de compétences, mais aussi de renseignements au niveau des familles. Et actuellement, il y a différents appels à projets pour monter des centres ressources, notamment en Bretagne et en Occitanie, donc qui vont bientôt voir le jour. Et puis d'autres ont fait la stratégie de développer des équipes mobiles, alors sous différentes formes, parfois des dispositifs d'appui dans l'attente de places en établissements médicaux spécialisés, pour d'autres plutôt en mode expertise et conseiller technique selon les territoires. Et puis des équipes mobiles autour de l'accès à la santé. Et du coup, 2 focus qui m'ont semblé intéressants. L'équipe Pause Santé à Roubaix, qui est constituée d'une infirmière, d'un médecin physique et de réadaptation, et qui est vraiment une équipe ressource pour rencontrer et échanger avec les familles et la personne autour de ses besoins de santé, et ensuite pouvoir mailler avec l'hôpital. Et puis à Strasbourg, l'EMAOP, l'équipe mobile d'accès à l'hôpital pour enfants, qui facilite et coordonne l'accès aux soins. Donc il y a une équipe vraiment dédiée pour ensuite faciliter l'accueil au niveau de l'hôpital. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est une expérience qui est plutôt récente parce que j'ai commencé ce travail en janvier avec une stratégie un petit peu différente de celle des autres régions, puisque l'idée c'était d'abord d'identifier les ressources
parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'établissements n'étaient pas censés accueillir des personnes en situation de polyhandicap et pourtant en accueillaient et manquaient donc de connaissances et de compétences. Et puis d'autres qui étaient censés en accueillir, finalement, n'en accueillaient pas. Donc de faire un gros travail d'identification et de diagnostic de territoire, et puis ensuite de pouvoir les aider à monter en compétences en développant un projet sur 2 ans, un plan de formation à destination des établissements médico-sociaux, mais aussi des familles. Et ça va vraiment aussi avec l'idée de remettre la personne au centre de son projet de vie. Donc pour ça, on a organisé 2 colloques et journées. On a construit un questionnaire assez exhaustif qu'on a adressé à tous les établissements pour recueillir leurs ressources, leurs besoins en formation, mais aussi leur expertise et leurs compétences. Parce que bien souvent, on se rend compte que ces établissements sont encore très isolés et vraiment centrés sur la problématique du quotidien, mais ne connaissent pas forcément ce qui est fait par leurs collègues de territoire, avec vraiment l'idée de construire un réseau, une dimension territoriale. Donc on a fait un travail d'analyse et de recensement de toutes ces données et actuellement on est dans la construction et le déploiement du plan de formation pour aider toutes ces personnes à monter en compétences. C'est un déploiement d'un plan de formation qui n'est pas du tout à la charge des établissements au niveau financier ni des familles, qui est totalement pris en charge par la mission via des fonds ARS. Ce qui est intéressant dans les retours qu'on a eus, c'est qu'il y a une vraie envie des établissements autour de la transformation de l'offre d'accompagnement, avec le développement de prestations hors les murs, le développement d'équipes mobiles, souvent à moyens constants, mais pour venir soutenir les personnes à domicile notamment. Je pense à l'exemple d'une famille vieillissante qui ne peut plus préparer la personne, l'habiller, lui faire prendre sa douche avant qu'elle se rende à la masse le matin, développer une équipe mobile où il va y avoir une aide-soignante qui va venir pouvoir s'occuper de la personne sur ces temps-là, parce que le souhait de la famille, c'est de garder au domicile, au quotidien et la nuit, leur enfant. Et souvent, c'est à moyens constants, donc les équipes souhaitent vraiment que ces moyens puissent être pérennisés. Le développement aussi d'unités externalisées d'enseignement, donc vraiment dans des écoles au niveau de l'inclusion, j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et puis, ils souhaitent aussi développer la fonction et l'appui ressources, la télémédecine et le renforcement des liens avec le secteur sanitaire qui sont parfois encore complexes et notamment dans les territoires ruraux. Ce qui a pu nous être remonté également, c'est les compétences dont disposent les établissements. Et donc j'étais agréablement surprise parce que c'est quelque chose qui revenait souvent sur les difficultés d'accompagnement de l'épilepsie, et pour autant un certain nombre disent qu'ils se sentent à l'aise et compétents par rapport à l'accompagnement des personnes faisant des crises d'épilepsie régulières. L'accompagnement de la communication alternative, la prise en charge des troubles de l'oralité et du comportement aussi, pour lequel on est pourtant très, très régulièrement sollicité. Donc c'est intéressant parce qu'on sent quand même qu'il y a vraiment des leviers et des personnes ressources dans certains établissements. L'intérêt d'avoir recensé ces ressources, c'est aussi de pouvoir avoir un transfert de compétences. C'est-à-dire que si moi j'ai identifié que tel établissement est extrêmement compétent dans l'analyse des troubles du comportement, en pair expertise, il pourra aller aider son voisin qui est à 30 km plutôt que d'aller faire intervenir nécessairement une formation qui va prendre du temps à être organisée. Et puis, du coup, c'était tout l'objet d'être en adéquation avec leurs besoins et leurs demandes, leur demander de quelles compétences ils avaient besoin. Et alors là, on a été extrêmement surpris, puisque la première demande, c'était une sensibilisation généraliste au polyhandicap pour des établissements censés être spécialistes du polyhandicap. Ça a interpellé également, bien sûr, les ARS. Et en fait, alors il y a 2 facteurs d'explication. Le premier, c'est le turnover extrêmement important des professionnels dans le médico-social. Et le second, c'est également le fait de réactualiser les connaissances. Parce qu'en fait, soit les gens sont présents dans ces établissements depuis de tellement nombreuses années qu'ils ne se réinterrogent plus vraiment sur les pratiques du quotidien, soit voilà, ce sont de nouveaux professionnels, souvent peu qualifiés, parce qu'actuellement dans le médico-social, vous le savez, il y a une crise vraiment au niveau des ressources humaines. Le développement des compétences autour de la communication alternative, on en a parlé ce matin, et puis je crois qu'il y a encore une intervention autour de ça qui est vraiment un axe fort. Et puis les évaluations fonctionnelles. Et là aussi, moi j'étais
contente de voir que ça apparaissait en 3e place, notamment sur le secteur adulte, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin de sensibiliser les établissements médico-sociaux à la nécessité d'évaluer à tous les âges de la vie. À tous les âges de la vie, sur tous les plans, et je pense également à l'impact sensoriel dans le cadre du polyhandicap. On nommait par exemple souvent le dépistage des troubles de la vision ou des troubles de l'audition, et qui pour autant mériteraient vraiment d'être réévalués régulièrement. Donc à droite, vous allez trouver les formations qu'on est en train de déployer du coup sur la Bourgogne-Franche-Comté, en intra-établissement ou en inter-établissement. Et puis également, parce qu'on se préoccupe aussi des professionnels, la prévention dans le cadre de la qualité de vie au travail des professionnels, avec une formation qui s'appelle Bouger, où l'idée, ça va être de les aider à savoir comment mieux prendre soin d'eux en prenant soin des personnes, mais aussi comment faire bouger des personnes polyhandicapées, même en fauteuil. On peut faire de la gymnastique, des mobilisations, et donc comment on peut former tous les professionnels autour de ces questions-là. Globalement, en tout cas sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, c'est un réseau qui est en construction. On souhaite vraiment, et on est très bien accueillis par les différents acteurs, construire une dynamique à l'échelle régionale. Pour ça, on a créé une cartographie. Et puis, on va construire et développer des groupes d'échange avec l'ARS et les directeurs d'établissement autour de 3 thématiques, autour de l'autodétermination. C'est un sujet qui est très en vogue et en même temps qui interpelle et qui interroge beaucoup les équipes en disant comment on peut travailler l'autodétermination avec une personne avec aussi peu de compétences, je le dis tel que je l'entends. On parlait ce matin de présomption de compétences. C'est aussi prendre en compte leurs besoins, leurs envies, aussi petits soient les niveaux de compréhension. Et 2 groupes de travail autour de l'inclusion scolaire dans le secteur enfant. Donc on a certains établissements qui sont très proactifs, qui ont déjà développé des unités d'enseignement et qui voient tous les bénéfices que ça peut avoir. Un papa qui témoignait de sa réticence au départ à ce que son fils aille dans une école maternelle en UEP et qui pourtant nous partage son expérience en disant comme il est dans la cour de récréation, alors on ne parle pas d'inclusion dans une classe au sens où on pourrait l'imaginer, mais il y a des temps d'échange, les CP viennent faire la lecture à la classe de l'UEP, ils partagent la cour de récréation, et le papa disait que ça avait diminué vraiment les réactions, notamment autour des surstimulations, et que maintenant son enfant pouvait aller au supermarché sans que ça génère des crises et des troubles du comportement, parce que finalement, dans la récréation, dans la cour de récréation, le mouvement, etc. Et d'autres, donc certains établissements très en avance, et d'autres qui sont réfractaires, allez, n'ayons pas peur du mot, en se disant mais à quoi bon, quel sens, quid de la fatigabilité, quid des soins, comment organiser ça. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger, construire ensemble, se faire part de débattre et pouvoir avancer ensemble. Et puis autour de l'inclusion au secteur adulte, parce que aujourd'hui le constat est fait que la modularité de l'accompagnement dans le secteur adulte est vraiment très difficile. En gros, vous êtes chez vous avec vos parents, ou vous êtes en établissement 365 jours par an, avec quelques marges de manœuvre sur des périodes de vacances. Mais la modularité de l'offre, mis à part de l'accueil répit, reste encore très complexe pour différentes raisons, essentiellement administratives. Donc comment on peut construire ça ? Et puis des groupes de travail, d'échange et de communautés de pratique à destination des professionnels et des familles. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur les formations qu'on va proposer, les familles seront sollicitées et invitées, bien sûr, sur la plupart des formations. Je voulais juste faire un petit focus aussi sur l'autodétermination et la communication en vous proposant des outils si vous ne les connaissez pas, parce que c'est vraiment l'affaire de tous et de tout le monde. Donc 3 outils qui me paraissaient intéressants. Le kit pédagogique que vous trouverez sur Internet, il y a un volet spécial polyhandicap, un document support fait par la CNSA, et puis qui vient de paraître le site Aide for Poly, donc, qui est un projet mené par la Croix-Rouge et le CESAP, et qui propose en e-learning à destination des familles, mais les professionnels peuvent aussi en bénéficier, des séquences courtes de formation et de sensibilisation sur les différentes thématiques du polyhandicap.
Et puis vraiment ne pas oublier que la communication des personnes polyhandicapées, c'est aussi la manière dont on va s'adresser à elles et qu'on est bien conscient des limites et des difficultés d'expression qu'elles peuvent avoir. Néanmoins, ce matin, on a vu de jolis exemples montrant qu'il y avait des tas de choses de possibles, mais c'est aussi et avant tout la manière dont nous allons communiquer avec elles, dont nous allons leur proposer des choix, et ensuite la manière dont elles s'en saisiront petit à petit et à tous les âges de la vie. Les choses sont jouables. Les constats qui nous ont été remontés, c'est également des attentes importantes autour de l'accès à la santé, avec une difficulté d'accès aux soins somatiques courants, notamment la difficulté, quand on se rend à l'hôpital, de pouvoir coordonner les différents rendez-vous avec les spécialistes, l'évaluation de tous les âges de la vie que j'évoquais, mais aussi l'accès aux actions de prévention et de dépistage classiques, aux soins courants. On se rend compte que quand les enfants ou les adultes sont en établissements médico-sociaux, bien souvent, ils font confiance à l'institution, mais on reste centré sur un accès à la santé en lien avec le handicap. Les problématiques orthopédiques, les problématiques d'installation, les problématiques de douleur et de troubles du comportement. Mais finalement, la prise en charge bucco-dentaire systématique, la prise en charge gynécologique ou le dépistage du cancer, mais Christine vous en reparlera, sont des choses qui sont encore parfois négligées. Et donc comment là aussi on remet les personnes au cœur de ces différentes actions. Et puis le manque de formation et de connaissances autour de l'évaluation de la douleur, l'analyse des troubles du comportement. Il y a par contre une vraie envie des directeurs d'établissement de pouvoir travailler ensemble et développer une vraie dynamique de parcours avec le sanitaire et la manière dont on va pouvoir mailler les choses. Quelle part peut prendre le médico-social pour faciliter l'accès aux soins au niveau du secteur sanitaire? Et réciproquement, qu'est-ce que les médecins attendent lors d'une consultation comme information que pourrait leur donner le médico-social? Il y a encore parfois on se regarde parfois encore un peu trop en chien de faïence, attendant tous les uns des autres des choses sans pouvoir vraiment échanger. Et puis, notamment sur des secteurs ruraux, je pense à la Nièvre chez nous, par exemple, pouvoir favoriser le recours à la télémédecine et puis éviter le déplacement des personnes dont on sait que ça peut être complexe pour elles. J'accélère un peu, hein, du coup. Et enfin, de façon assez pratique... Ah, 1 minute? Bon. Ah bon. J'ai fini. Non, j'ai fini. Et enfin, du coup, juste quelques outils, là aussi, très, très concrets et des initiatives que je trouvais intéressantes. Le développement du réseau télémédecine polyhandicap qui a été fait entre la PHP et le CESAP, qui pourrait, je trouve, inspirer vraiment d'autres territoires. Une ressource intéressante en open source où vous pouvez aller chercher des données et des outils, c'est la communauté de pratique épilepsie qui a été construite par le Centre national de référence phare. Les fiches HandiConnect et puis renforcer notre collaboration sanitaire, médico-sociale et famille dans une vraie dynamique de réseau.